Ici Dominique Arsenault, bienvenue à la Grande Ludothèque, votre magazine culturel du jeu vidéo. On commence la saison estivale avec un jeu feel-good par excellence, Super Mario World, qui venait avec la Super Nintendo, la Super NES, en 1991 en Amérique du Nord. Ce jeu reprenait la formule à succès de Super Mario Bros. 3 et l'emmenait au niveau supérieur avec la cape pour voler, les maisons hantées, les serrures et les clés pour trouver les 96 sorties de niveau et l'adorable Yoshi. Aujourd'hui consacré parmi plusieurs listes du meilleur jeu vidéo de tous les temps, on parcourt ensemble Dinosaur Island et sa topographie culinaire. Donut Plains, Vanilla Dome, Soda Lake, Choco Mountains. Nostalgie garantie. Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de la Grande Ludothèque. Et oui, on a mis fin à la première saison le 30 avril dernier. Après cette première saison riche en rebondissements, en sujets spéciaux, en épisodes tantôt consacrés à un jeu particulier, tantôt consacrés à un thème ou à un sujet, on a exploré des notions historiques, des jeux qui figuraient dans des corpus, dans des groupements avec des sujets particuliers. Ben là, on commence la saison d'été. Et c'est notre première saison d'été à la Grande Ludothèque. Je voulais d'abord remercier la direction de CISM pour m'avoir confié encore pour une saison au moins la case horaire du 4 à 6 de la Grande Traversée. En votre compagnie, ça fait vraiment plaisir de se plonger dans des jeux vidéo. Et pour la saison d'été, on va changer un peu la formule et on va avoir des sujets un petit peu plus légers, comme on fait dans le monde de la radio et des médias en général. On va vraiment axer chaque épisode autour d'un jeu. On va laisser un petit peu plus de place pour la musique aussi, donc ça va être un petit peu plus relax peut-être, et on va vraiment se concentrer à la description en profondeur d'un jeu par épisode. Alors cet épisode-là, pour commencer la saison d'été du bon pied, c'était, il y avait quelques candidatures, donc quelques jeux que j'avais en tête, et j'ai décidé de vraiment partir d'un des classiques parmi les classiques, Super Mario World. Alors, la météo est pas super clémente en ce moment à Montréal. On va espérer que traiter de jeux plus légers, plus vacanciers, si je puis dire, va peut-être nous amener le beau temps et avec lui la capacité de sortir les sandales, les shorts, les camisoles et vraiment profiter de l'été enfin qu'on attend depuis si longtemps dans la métropole. Donc voilà, premier épisode sur Super Mario World. On va commencer ça en s'intéressant au contexte historique. Contexte historique. Super Mario World, c'est un jeu stratégiquement très important pour Nintendo. Pourquoi? Parce que Nintendo a gagné le marché du jeu vidéo avec sa console 8-bits, la NES, la Nintendo Entertainment System, la Nintendo grise carrée, là, où est-ce qu'on rentre les cassettes par en avant puis on pousse vers le bas sur un spring pour les descendre dans la machine. Ça ressemble à un lecteur VHS si on veut, en Amérique du Nord. Au Japon, l'équivalent, c'est la Famicom, la Family Computer. Nintendo a vraiment pris le marché, 96% du marché leur appartient. Et les concurrents sont Sega en Amérique du Nord, qui lance la Sega Genesis, qui va réussir à bouffer un petit peu de part de marché. Et surtout, parce que dans l'histoire du jeu vidéo, on a tendance à donner plein d'importance à la Sega Genesis qui vient manger le marché puis qui vient voler un peu la vedette à Nintendo. En réalité, c'est vrai pour l'Amérique du Nord, mais le centre décisionnel à ce moment-là du jeu vidéo, c'est vraiment au Japon. Donc Nintendo au Japon est dominant et ils ont pas tellement peur de Sega, qui est tout à fait anecdotique, vraiment secondaire au Japon. Là. Les gens n'ont pas des Sega au Japon. Ça marche vraiment pas très bien. C'est pas ça qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est la PC Engine. La PC Engine, c'est une console qui est en développement par Bandai Namco. Je dis Bandai Namco. En fait, ça, c'est la version récente de Bandai, c'est qu'ils ont fusionné avec Namco au fil du temps. À l'époque, c'est Bandai tout court. Donc, Bandai veulent développer leur propre machine de jeux vidéo. Et pour ça, ils s'associent avec NEC. NEC, c'est la Nippon Electric Company. C'est la compagnie d'électricité japonaise. Un genre d'équivalent d'Hydro-Québec, on va dire, vite comme ça, pour aller vite, là. C'est pas tout à fait exact, mais bon. Et puis, eux, ils vont sortir leur console de jeux vidéo, la PC Engine, qu'on va adapter pour l'Amérique du Nord en TurboGrafx 16.
Donc, la fameuse TurboGrafx 16, qui était la console de loin numéro 3 dans la génération des 16 bits, c'est en fait la menace, l'annonce de cette console-là, puis sa sortie à venir, pousse Nintendo à dire « Oh, il faut qu'on fasse notre propre machine 16 bits ». Le nombre de bits dans un processeur, c'est la complexité des instructions qui peuvent être traitées par le processeur. C'est donc en gros, c'est un raccourci, mais c'est ça pareil qui a été utilisé, c'est la puissance des machines. Donc, les machines 8 bits ont certaines limites dans le type d'instructions qu'elles peuvent traiter et donc dans la complexité puis le niveau de détail des représentations graphiques et tout ça. Les nouvelles consoles 16 bits comme la Sega Genesis s'en viennent. La Sega Genesis, la TurboGrafx 16 / PC Engine au Japon. Et là, Nintendo au Japon, ils ont peur de l'arrivée de ces consoles 16 bits-là. Ils se disent, il faut qu'on fasse notre propre machine de jeux vidéo 16 bits. Et donc, ils vont annoncer plutôt la Super NES. En 88, 89, ils vont montrer des premiers prototypes, des premières images, et ils sont en développement là-dessus. La console est retardée, mais Nintendo sort. À chaque fois que la PC Engine fait une sortie, fait une annonce ou un dévoilement, Nintendo sont toujours derrière à dire « Oui, mais attendez, regardez, voici des photos, tiens, du prototype en plastique, de la machine, de la coque qu'on vient de mouler dans l'usine. Voici 2 images qui viennent d'un jeu. Voici une annonce où est-ce qu'on vous dit quelles vont être les capacités technologiques de cette console-là. Il va avoir tant de complexité, tant de mémoire, tant de couleurs à l'écran, etc., etc. Donc, Nintendo veulent vraiment garder leur lead sur le marché et font donc des pré-annonces pendant 2 ans de temps sur la Super NES. Et éventuellement, ils vont sortir la Super NES en 1990 au Japon et elle va sortir en 1991 au mois d'août en Amérique du Nord. C'est la Super Nintendo qui vient accompagner d'un jeu vraiment important, vraiment clé, Super Mario World. Et dans ses efforts de communication pour annoncer la console puis créer du hype, comme on dit, Super Mario World va apparaître. Évidemment, Mario, c'est la mascotte de Nintendo. Ils ont fait Super Mario Bros. Énorme succès. Ils ont fait Super Mario Bros. 3. Énorme succès. Il faut comprendre que Super Mario Bros. 3 est un événement culturel. Il sort en 1989, mais après une campagne médiatique sans précédent. Il y a d'ailleurs le film The Wizard qui est sorti aux États-Unis, qui était essentiellement une gigantesque infopub pour le jeu Super Mario 3 de Nintendo. Si vous l'avez jamais vu, ce film-là, c'est assez intéressant. C'est comme une capsule temporelle, d'abord, de ces années-là. Puis c'est l'histoire d'une famille, puis là, le garçon veut participer à une compétition de Nintendo qui va avoir lieu en Californie. Fait que là, l'enfant est présenté comme étant autiste. Je ne sais pas si c'est si clair que ça dans la version d'origine. C'est un film de 1989. La version française s'appelle L'enfant génial. Et puis, c'est ça. Donc là, il faut vraiment qu'il aille en Californie pour participer au tournoi de Nintendo. Puis là, le tournoi de Nintendo arrive, c'est comme le point culminant du film. Puis là, dans la compétition, il révèle que on va pouvoir vous faire jouer en primeur au jeu de Mario qui n'est pas encore sorti. La nouveauté, Super Mario Bros. 3, je vous donne Super Mario Bros. 3. Puis là, c'est comme la foule est en délire. C'est comme un stade là, rempli d'enfants qui trippent. Là. Puis là, il joue à ça. Mais pour le public qui voit le film, c'est une des raisons d'aller voir le film. C'est comme, on va voir des images de Super Mario Bros. 3 avant que le jeu sorte. Fait qu'il y a vraiment la folie Mario qui est super présente. Puis Super Mario Bros. 3, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Je pense qu'on peut le dire. Là. C'est un jeu sur la NES. Là. C'est incroyable comment il y a du contenu, de la qualité, des idées de design super pertinentes. C'est vraiment, vraiment un excellent jeu. Donc, quand Nintendo fait la promotion de sa Super Nintendo, le jeu qu'ils mettent en vedette, ça va être Super Mario World, qui est présenté pendant un bout de temps comme étant Mario 4. Hein, c'est comme Super Mario Bros 4. Et puis, Super Mario World va vraiment susciter l'intérêt, et jusqu'au moment où la console sort en Amérique du Nord et que Super Mario World est inclus avec, là, instantanément, Super Mario World va se présenter comme étant le nouveau classique, la nouvelle formule réussie du jeu de plateforme. Ça reste un jeu de plateforme 2D, hein? On court de gauche à droite, on saute par-dessus des trous, on saute sur les méchants pour les tuer ou les faire disparaître, les rapetisser, les torturant dans leur carapace, on attrape leur carapace, on la lance. Donc ça construit sur tous les acquis de la série Super Mario et en particulier du Super Mario Bros 3, en particulier avec la notion de carte du monde.
Donc ça, c'est une des choses qui est arrivée dans Super Mario 3. Là, les niveaux étaient plus juste un enchaînement linéaire. On avait une carte du monde sur laquelle on déplaçait notre personnage pour aller physiquement dans un niveau, pour déclencher le niveau, puis de rentrer dans le niveau, puis le faire. Puis une fois que c'était fait, on revenait sur la carte du monde, puis on se déplaçait. Et la carte du monde nous présentait plusieurs chemins. Pour se rendre à différents niveaux. On pouvait les faire dans un certain désordre. Et on pouvait même utiliser des pouvoirs pour passer par-dessus un niveau sans le faire. Donc, il y avait comme des stratégies là, qu'on pouvait faire. Et sur la carte du monde, il y avait des maisons champignons qui donnaient des bonus, des items cachés, des choses comme ça. Fait que la carte du monde a quand même changé pas mal d'éléments dans l'économie, je dirais, puis l'approche des jeux de plateforme, y compris dans les formules classiques comme Mario Bros. Et c'est ce qu'on va avoir repris en grande partie avec Super Mario World. La différence étant que dans Super Mario 3, ce sont des mondes. On est dans le monde 1. Ben, le monde 1, c'est une carte fermée avec 8 niveaux, quelque chose comme ça. Puis on se déplace, puis il y a un château. Puis on peut, si on meurt puis qu'on perd toutes nos vies, on peut reprendre du début. Mais si on a battu le château de demi-monde, ben, ça nous permet d'ouvrir une serrure sur la carte qui bloquait un chemin. Et donc, même si on perd toutes nos vies après qu'on ait réussi le château qui arrive à la moitié du monde, ben on peut passer par le chemin secret qui est un raccourci, puis ne pas avoir à refaire les niveaux 1 à 4, puis passer directement au niveau 5, par exemple. Ça, c'était dans le premier monde de Super Mario 3. Mais une fois qu'on a fini le monde 1, puis qu'on a battu le boss du monde 1, ben on quitte le monde 1, puis on se ramasse dans le monde 2. Puis une fois qu'on est dans le monde 2, c'est une autre carte fermée qui est dans le monde 2. Dans Super Mario World, la nouveauté, c'est que là, le monde, il est ouvert. Alors, c'est comme un open world des jeux de plateforme, on pourrait dire. On peut vraiment se promener, puis le jeu va nous demander de le faire. On va avoir à se promener, puis revenir en arrière dans des zones qu'on a déjà accompli tous les objectifs, parce qu'il y a des secrets qu'on n'a pas encore trouvés. Et donc, on va revenir en arrière, même si on est rendu au monde, dans le guillemets 5, ben on va revenir en arrière dans le monde 4, puis dans le monde 3, puis on va trouver un secret, puis le secret va nous amener ailleurs. Puis il y a beaucoup plus de non-linéarité à travers le jeu, même si ça reste, je vous dirais, à 60%, 75% une expérience linéaire où il faut quand même avancer à travers des points de passage précis. Il y a quand même cette latitude-là d'aller explorer des mondes dans le désordre et de trouver beaucoup, beaucoup de secrets. La pochette du jeu va d'ailleurs présenter 96 niveaux de plaisir qui vous attendent dans le jeu. C'est un peu un raccourci parce que dans le jeu, il y a comme un compteur quand on sauvegarde notre partie. Ça, c'est une autre nouveauté d'ailleurs, sauvegarder sa partie. Il y avait une mémoire sous forme de pile qui permettait de garder des données en mémoire quand on fermait la console et qu'on éteignait la console. Et dans Super Mario Bros 3, il n'y a pas ça. Donc, on commence une partie, puis quand on n'a plus de temps puis qu'il faut aller souper ou peu importe, ben on ferme la console, c'est fini. La partie s'évapore, il faut recommencer du début. Alors, dans Super Mario World, il y a l'idée du jeu en long format, multi-session. C'est pas fait pour que tu t'assoies et que tu le passes en une traite. Au contraire, il faut que tu avances, puis là, tu sauvegardes, puis là, tu reviens le lendemain, puis là, tu continues quelques niveaux, puis on revient en arrière, puis et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment le long cours de l'aventure, qui est un programme qui est mis en place par Super Mario World aussi. Et quand on sauvegarde notre partie, dans le menu, on a un chiffre qui s'affiche. Le chiffre au début, c'est 0. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ben on quitte. On sauvegarde, on quitte, puis quand on relance la machine puis qu'on arrive dans l'écran principal de sélection de la partie, ben on choisit notre partie, puis notre partie est rendue à 5 ou 6 ou 7. Et rapidement, on finit par comprendre que, en fait, j'ai un point, on va dire, par niveau que j'ai fait dans le jeu. Et on peut se rendre jusqu'à 96 points. Mais il n'y a pas 96 niveaux, parce qu'en réalité, ce qui est compté, ce sont des sorties uniques de chaque niveau. Donc, il y a plusieurs niveaux qui vont avoir 2 sorties. Une sortie régulière qui t'amène au prochain niveau dans la séquence de façon linéaire et une sortie secrète qui t'amène à un niveau bonus, qui t'amène à un raccourci qui te permet de contourner certains autres niveaux. Et chacune de ces sorties-là est comptabilisée comme étant un point. Donc, il n'y a pas tout à fait 96 niveaux, il y en a 72 dans mon souvenir. Donc, il y a 72 niveaux, dont une vingtaine qui ont 2 sorties possibles. Et donc, une sortie secrète et une sortie régulière. Donc, on voit que l'affirmation 96 niveaux, c'est peut-être pas tout à fait la réalité, mais même à 72 niveaux, c'est quand même un nombre conséquent de niveaux, là. Donc, il y a ça. Et ces niveaux-là se déroulent dans des environnements variés aussi. Le monde de Mario a des zones, et ces zones-là vont avoir différentes topographies, différents décors, et vont présenter différents types de défis.
Fait que c'est un peu tout ça qu'on va explorer dans l'épisode d'aujourd'hui. On va vraiment faire une balade à travers ces différents niveaux-là et je vais pouvoir commenter là, des choses qui me semblent intéressantes, saillantes, qui vont m'amener beaucoup à partager des souvenirs peut-être. Si vous avez déjà joué à Super Mario World, vous allez sans doute reconnaître ces environnements-là au fur et à mesure que je vais en parler. Si vous avez jamais joué à Super Mario World, je vous dirais, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Jouer à Super Mario World, c'est tellement agréable. Oui, c'est difficile. Oui, il y a du défi. On perd des vies et tout. Mais ça reste un jeu vraiment accessible. Puis c'est peut-être une des choses que la Super Nintendo va amener aussi, la notion que il peut y avoir des jeux qui sont envisageables sous le mode du tourisme et de la visite dans un monde alternatif. Plutôt que les défis incessants, les morts fréquentes et le fait qu'on est toujours en train de lutter pour notre survie, ce qui était tout à fait le cas dans les jeux de NES. Donc il y a quelque chose dans Super Mario World qui nous invite au voyage, aux vacances. D'ailleurs, l'intrigue du jeu, c'est que Mario est en vacances sur Dinosaur Island, l'île des dinosaures, et la princesse Peach est capturée, évidemment, par Bowser. Donc il va falloir se promener dans l'île des dinosaures et arriver à retrouver, sauver la princesse. Vous êtes de retour à la Grande Ludothèque pour notre première émission de la saison d'été sur Super Mario World. Dans cette saison plus légère, on va rentrer ensemble dans le monde des vacances de Mario. On lance le jeu et on a une petite introduction où est-ce qu'on voit Mario courir, ramasser une carapace, lancer ça, monter sur un œuf qui éclot et duquel Yoshi sort. Et on a un texte d'introduction. Ouais, bienvenue à cette terre, cette île des dinosaures. Dans cette étrange terre, on trouve que la princesse est perdue et disparue encore une fois. On dirait que Bowser est de retour. Donc, c'est ça votre incipit, votre introduction narrative, qui va nous donner une raison d'être là. Et on arrive à la maison de Yoshi, où est-ce qu'on voit un peu l'environnement autour de nous. Puis quand on arrive dans la maison de Yoshi, ben on a un bloc d'informations qui dit « Salut, je ne suis pas ici. Et je suis parti chercher mes amis. » Fait que là, Yoshi est pas là, on a vu sa maison, puis là, on se dirige vers un premier niveau. Puis dans ce premier niveau-là, dès le début, là, ça commence raide. Hein, on va le dire, là. On commence ce premier niveau-là, si on va à gauche, il y a une genre de pente, il y a un ennemi qui glisse vers nous rapidement, il y a un dinosaure qui marche, on n'a jamais vu ça dans aucun Mario, un bipède. Il y a des petites ailes de chauve-souris, très mignons d'ailleurs. On voit ses grosses dents, puis sa corne sur son nez, puis des gros yeux. Puis quand on saute dessus, il meurt pas d'un coup, il rapetisse, puis là, il bouge plus vite. Fait que là, c'est comme, wow, ça prend 2 sauts pour le tuer. Puis quand on avance, bang, il y a un énorme boulet de canon on n'a jamais vu un boulet de canon gros comme ça dans les jeux de Mario au NES, dans les précédents. Fait qu'il y a comme un retour d'éléments familiers, mais transformé, supercharged, j'ai envie de dire. Et puis on rentre dans un tuyau, on arrive dans un petit souterrain, comme une petite caverne. Puis là, quand on sort, bang, on est lancé comme si on émergeait d'un canon, lancé en plein vol. Il y a vraiment plein d'affaires, puis assez rapidement, on va trouver une carapace de tortue qui traîne, puis on peut la ramasser. Puis, à cet endroit-là, on peut la lancer en l'air. Ça, c'est un nouveau mouvement qui nous est disponible en tant que Mario. Quand on attrape une carapace et qu'on la tient dans nos mains, on peut tenir la flèche en haut, puis lâcher le bouton, puis hop, la carapace est bottée en l'air. Ça, c'est une mécanique qui est nouvelle aussi. Et on va aussi remarquer que quand on ramasse un champignon, on grandit. Une fois qu'on est grand, si on attrape un autre champignon, ben, il s'en va dans une boîte en haut de l'écran. Au milieu, c'est la boîte de réserve. Alors, on peut garder un item en réserve. Et si jamais je me fais frapper plus tard, puis que là, je rapetisse, ben, mon champignon va sortir de la réserve, puis il va glisser lentement vers le sol, puis je peux l'attraper. Puis grâce à ça, ben, pouvoir regrandir. Puis éventuellement, on peut ramasser la fleur de feu pour lancer des boules de feu. On peut la mettre en réserve si jamais il nous arrive quelque chose, ou si on trouve autre chose à la place. Fait qu'il y a quand même pas mal de nouveautés dans Super Mario World, puis je trouve que le jeu fait vraiment un excellent travail de nous les communiquer rapidement. C'est pas un jeu dans lequel le premier niveau est comme familier, connu, tout va bien, on rentre tranquillement dans le bain, là. C'est pas ça, tu sais. On a un baptême de feu un peu, là. Dès le premier niveau, là, on risque de perdre plusieurs vies dès qu'on commence, parce qu'il y a toutes sortes de nouveaux éléments qui débarquent, puis toutes sortes de nouveautés qu'on n'a jamais vues. Et puis, c'est vraiment super intéressant de voir ça, parce que je trouve que c'est comme un facteur qui explique peut-être le succès de Mario World en général. Il y a constamment des nouveaux éléments qui arrivent. Ça, là, c'est du travail de level design. Quand on parle d'un design de niveau dans des jeux vidéo, là, quand on parle de level design, c'est vraiment ça que ça veut dire. C'est de penser à l'expérience puis au rythme du jeu. Puis Super Mario World est un jeu dans lequel
Dans le premier monde, on est sur l'île de Yoshi. Le paysage est vert, des collines. Les collines, ils ont des yeux, là, d'ailleurs. C'est cute. C'est cute. Puis dès le premier monde, dans lequel il y a 4 niveaux, on va déjà avoir plein d'éléments là qui sont nouveaux puis qu'on découvre. Puis il n'y a pas de niveau qui est juste une redite du niveau d'avant. Jamais. Puis dans le deuxième niveau, déjà, on va voir Yoshi. Passer le premier écran, là, rapidement, hop, on cogne un bloc, il y a un œuf qui sort, l'œuf grand éclos, puis le Yoshi sort de là. Moi, je m'appelle Yoshi, merci de m'avoir sauvé. Vous pouvez sauter sur moi, puis je vais vous transporter. Puis là, on peut sauter à dos de Yoshi. Oh my God! Yoshi dans Mario, là, ça, c'est un des points tournants dans l'évolution des jeux de la série Super Mario. Puis on va même nous placer un deuxième œuf de Yoshi plus loin dans le niveau. Comme ça, si jamais on le perd, là, parce qu'on se fait toucher, puis là, hop, quand on se fait toucher quand on est à dos de Yoshi, Yoshi part en courant. Puis nous, on est éjecté de Yoshi, mais on rapetisse pas. Donc, très important, c'est très désirable d'être sur Yoshi, parce que tu as le droit de te faire toucher une fois, puis tu mourras pas, tu rapetisseras pas, tu perdras pas tes boules de feu, si tu les as. Fait que là, Yoshi part à courir, puis là, on peut courir après, puis on peut ressauter dessus, puis quand on réussit à se remonter dessus, hop, on revient à bord de Yoshi, puis tout va bien, là. Fait qu'on peut comme ça avoir beaucoup, beaucoup de vie devant nous. Puis c'est drôle parce que je vois comme un parallèle avec Sonic the Hedgehog, la mascotte, la vedette de Sega sur la Genesis, exactement en même temps que Super Mario World est fait. Dans Sonic, tu accumules des anneaux. Tant que tu as des anneaux puis que tu te fais toucher, tu perds tes anneaux. Mais tant que tu récupères au moins un anneau, t'es correct. Tu as des anneaux à nouveau, fait que tu peux te refaire toucher puis tu vas juste reperdre ton anneau. C'est un peu le même principe avec Yoshi, tu sais. Yoshi, c'est comme la vie éternelle. Si t'es capable de le reprendre après d'être fait toucher, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ça indéfiniment en cycle. Fait qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans, je trouve. Un beau parallélisme là, entre le destin de Mario et le destin de Sonic the Hedgehog. Fait que ça, c'est les premiers niveaux qu'on voit. Puis dès qu'on arrive au niveau 3 de Yoshi's Island, là, on n'est plus sur le gazon, on est dans des montagnes. Là, il faut sauter, puis c'est un niveau qui monte verticalement, il est quand même assez important. Il faut monter, aller à droite, redescendre, aller à droite. Il y a comme des barres attachées après des blocs centraux. Puis ces barres-là vont pivoter puis faire tasser des plateformes. Puis là, on saute de plateforme en plateforme. Là, on est vraiment dans un parcours plus athlétique, comme on voit régulièrement dans les jeux de Super Mario. Là, c'est vraiment, faut sauter comme il faut, jauger ses sauts, puis être capable de faire les choses comme il faut. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans ce niveau-là, là, on fait face à des défis de platforming, comme on dit, là, d'être capable de réaliser les sauts puis de faire tout ça. Fait que ça, c'est vraiment encore de la nouveauté, encore des nouveaux éléments qui débarquent. Puis quand on arrive dans le 4e niveau de Yoshi's Island, quand on est sur l'île de Yoshi, là, on a de l'eau au bas de l'écran. Puis là, on peut tremper dans l'eau, puis là, on nage, puis on est capable d'en sortir si on saute et tout. Puis ce niveau-là est structuré de façon intéressante. Il y a une P-switch, les blocs P qu'on appelait les polices quand j'étais jeune. Ce sont des blocs qui transforment les sous en blocs solides sur lesquels on peut marcher. Donc, quand on active ça, il y a un timer, puis si on réussit à aller assez vite, on est capable de rester sur ces blocs-là, puis c'est plus facile de traverser cet environnement-là. Donc, il y a comme un incitatif à essayer de maîtriser la course, puis de bien timer nos affaires. Et après ces 4 premiers niveaux-là de l'île de Yoshi, on arrive devant le château Iggy's Castle. Fait que là, Iggy, c'est l'un des neveux de Bowser. Donc, comme dans Super Mario Bros 3, les neveux de Bowser, neveux et nièces, parce qu'il y a une des nièces parmi les 6 neveux masculins. Donc, les neveux de Bowser sont là, puis c'est eux qui vont être les boss de chacun des niveaux ou des segments ou des zones, dans le cas de Super Mario World, qui sont là. Puis le château de Iggy, c'est une belle démonstration de ce que la Super NES permet de faire de plus que la NES. On est dans son château où il y a des grillages. Puis quand on saute, on peut peser sur la flèche en haut pour s'accrocher au grillage. Puis là, on peut se déplacer sur le grillage, gauche, droite, en haut, en bas et tout ça. Puis, au fur et à mesure qu'on avance, on voit d'autres tortues, des Koopas, qui sont accrochées au grillage. Puis, il y en a qui sont derrière le grillage, puis il y en a qui sont devant le grillage. Puis, il y a comme des carrés dans lesquels on peut frapper quand on pèse sur le bouton Y. Puis, quand on frappe le grillage dans le carré qui est ouvert, c'est comme une porte. Puis là, on pivote, puis on se retrouve à l'arrière du grillage. Toujours accroché au grillage, puis là on se déplace sur l'arrière du grillage, puis il y a des tortues qui se déplacent à l'avant du grillage, puis il y a l'arrière-plan qui défile en arrière. Donc il y a vraiment là la stratification des décors là, qui sont découpés sur plusieurs feuilles superposées, qui donnent une impression de profondeur à l'espace, qui est vraiment intéressante puis innovante. Là. Ça reste du jeu de plateforme 2D, mais il y a une dimensionnalité supplémentaire. Et quand on franchit la prochaine section avec un écran qui avance tout seul puis des gros trucs qui veulent nous écrabouiller, on arrive face à Iggy sur une petite plateforme au milieu d'un bain de lave. On peut sauter dessus, il revole en arrière.
Mais évidemment, puisque la plateforme bascule de gauche à droite, ben il faut comme sauter dessus seulement quand il est dans l'angle de glisser vers l'arrière. Parce que si la plateforme est penchée de l'autre côté, ben là, il va revenir vers le centre de la plateforme. Fait qu'il y a encore une nouvelle mécanique de jeu pour battre un boss, une nouvelle manière de battre ces boss-là. Puis on va voir cette inventivité-là déployée dans les autres zones qui vont suivre. Après Yoshi's Island, qui est la première zone, on aura toujours cette espèce de rapport-là à la nouveauté qui arrive à tout bout de champ régulièrement. Fait que Super Mario World, c'est vraiment une excellente leçon de level design. On le voit dès le premier monde, les premiers niveaux, là, il n'y a pas de perte de temps. On présente constamment de la nouveauté, puis on doit s'adapter à tout ce qui est différent. Je pense que c'est une des choses qui fait la force de Super Mario World. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de niveau qui se répète. Fait que voilà pour cette introduction en matière, cette entrée en matière de Super Mario World. Moi, je vous le dis, si vous l'essayez parce que vous n'avez jamais joué, vous allez savoir en 15 minutes, 20 minutes, si vous avez du plaisir puis si ça fonctionne pour vous. Si vous n'aimez pas ça, OK, je vais être surpris, je vous jugerai un petit peu peut-être, mais je vais comprendre, c'est correct. Par contre, si vous aimez les 15-20 premières minutes, c'est sûr que vous allez adorer le reste, parce que ça ne fait que devenir de mieux en mieux à partir de là. Vous êtes de retour à CISM 89.3 à la marge. On poursuit notre discussion sur le jeu Super Mario World, un classique pour envisager l'été. Une fois sorti du château de Iggy, dont on a parlé tout de suite avant la pause musicale, on arrive dans les plaines de Bang, les Donut Plains, et c'est là que les choses vont se passer. C'est ce qui est fou aussi dans Super Mario World, c'est que dès le premier monde, dès le moment où on est sur l'île de Yoshi, dans les premiers niveaux, on voit déjà de la nouveauté. On voit déjà des nouvelles façons de faire des choses, des nouvelles actions disponibles, des nouveaux pouvoirs. Mais à partir du moment où on arrive dans les plaines de Bang, c'est là, dans le premier niveau, qu'on va trouver la cape. La cape, ça va être l'un des atouts principaux et l'une des nouveautés importantes de Super Mario World. Cette cape-là, elle arrive dans des blocs. Il y en a plusieurs à travers les niveaux dans lesquels on voit tout ça. Et en plus, il y a des ennemis qui courent vers nous, puis qui s'élancent, puis qui voguent en l'air avec leur petite cape. Et quand la petite cape clignote, ben ça veut dire qu'on peut sauter dessus puis lui faire tomber la plume. Et cette plume-là nous permet d'avoir la cape. Et il va y avoir un tuyau qui va nous amener vers une zone secondaire. Là. C'est pas tout à fait un passage secret en tant que tel, mais bon, grosso modo, on peut dire ça. Et cette zone-là nous sert à nous expliquer comment on peut voler avec la cape et nous donne un espace aménagé à cet effet. L'espace est très, très long, linéaire, il n'y a pas d'ennemis, on peut rester le temps qu'on veut, tant qu'on perd pas tout le temps disponible puis qu'on perd pas notre vie. Et il y a un bloc d'instructions qui nous explique que quand on a la cape, ben on peut voler avec ça. Puis là, il y a une petite manipulation de boutons à faire. D'abord, la cape, ça reprend un peu le concept de la transformation en tanuki, qui était le cas dans Super Mario 3, dans lequel, en raton laveur, hein, c'est comme ça qu'on appelait ça quand j'étais jeune, un tanuki, c'est un truc japonais, on connaissait pas ça. Mais quand on est en raton laveur dans Super Mario 3, on peut courir assez longtemps, puis là, hop, avec sa queue de raton laveur puis ses petites oreilles, Mario peut sauter puis planer en l'air. Puis là, grâce à ça, ben, on peut tomber lentement en battant de la queue pour amortir sa descente, finalement. Donc, on peut faire comme un genre de saut plané. C'est pas tout à fait un vol, c'est plus un saut plané. Ben là, dans Super Mario World, ils ont repris le même concept. Donc, il faut courir assez longtemps quand on est au sol. Quand on court sur une assez longue surface, Mario écarte les bras comme s'il était en train de prendre un élan d'un autre type. Puis ça, c'est notre signal qu'à partir de maintenant, si on est en train de porter la cape, ben, on peut s'élancer puis voler. Et quand on fait ça, ben on s'élance avec la cape, puis là on monte, comme ça n'a pas de bon sens, un peu comme quand on était raton laveur dans Mario 3. Sauf que à partir du moment où on a fini de monter, ben là on tombe dans une phase de descente lente. Il faut plus battre de la queue frénétiquement pour essayer de se maintenir en l'air puis ralentir sa descente. On peut planer comme ça de façon régulière, mais on peut piquer du nez avec la flèche vers l'avant, donc on accélère notre descente au sol, et ensuite on peut peser sur la flèche arrière, une petite pression rapide, un tap comme on dit. Quand on tape vers l'arrière, ben là on reprend un peu l'accélération qu'on a donnée pour piquer à Mario, puis on remonte vers le haut avec ça. Puis si on gère bien notre timing, puis qu'on pratique notre régularité de ce mouvement-là, ben on peut vraiment voler. On peut vraiment être suspendu en l'air sur de longues distances, puis même gagner en altitude si on sait bien timer notre piqué et notre remontée de façon régulière. Fait que là, la cape, ça va vraiment changer pas mal de choses parce qu'il y a des niveaux où ça va avoir une importance stratégique importante. Et dès le niveau où on nous introduit la cape,
À la fin du niveau, il va y avoir une petite plateforme en l'air, très très loin verticalement, qui est bloquée par un tuyau qui nous empêche d'y accéder si on fait juste prendre notre élan directement en dessous au sol. Il y a un tuyau qui nous bloque le chemin. Donc, il faut y arriver. C'est une technique pour accéder à cette plateforme-là, c'est de prendre notre envol beaucoup plus loin en arrière et de gagner de l'altitude progressivement en donnant de la cape en piqué en alternance pour tranquillement gagner l'altitude qu'il faut pour passer par-dessus le tuyau puis arriver de l'autre côté sur la petite plateforme protégée. C'est vraiment pas facile de faire ça, mais si on a déjà joué, si on est déjà confortable, si on a une certaine expertise, on est capable de le faire puis d'accéder à cette plateforme secrète où il y a une clé et une serrure qui vont nous ouvrir une sortie secrète dans le niveau. Mais la chose qu'on va probablement remarquer davantage si on joue pour la première fois, c'est qu'il y a un paquet de petits pointillés verts verticalement disposés face à ce, en tout cas, qui semble pointer vers la plateforme. Puis les petits pointillés verts, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est comme des carrés, des cubes, mais dont on ne voit que la silhouette qui est tracée par un pointillé. Fait que là, on ne sait pas trop c'est quoi cette affaire-là. Ou peut-être qu'on le sait. Si on a fait, lorsqu'on était sur l'île de Yoshi, le chemin vers la gauche, on est arrivé à ce qu'on appelle le Yellow Switch Palace. C'est comme un niveau bonus très très court dans lequel il y a une énorme grosse switch jaune à l'extérieur sur la carte du monde. Et quand on rentre dans ce bâtiment-là, puis qu'on arrive au bout, puis qu'on saute sur une grosse switch jaune, ça va venir remplir tous les pointillés de blocs de couleur jaune qu'on a croisés un peu plus tôt, dans les niveaux qu'il y avait sur l'île de Yoshi, les premiers niveaux du jeu, il y avait des espèces de pointillés jaunes qui dessinaient des silhouettes de blocs, qui étaient vides, mais une fois qu'on a sauté sur la Yellow Switch, ben on a comme envoyé, disséminé des blocs jaunes partout dans le monde, puis c'est venu remplir ces pointillés-là. Fait que là, on voit que les niveaux vont pouvoir être transformés par les actions qu'on va faire à travers notre aventure. Ça accentue le côté homogène du monde. C'est plus une suite de mondes comme dans Super Mario Bros 3, comme j'expliquais au début du segment de cette heure consacrée à Super Mario World. C'est plus un ensemble de mondes qui se succèdent mais qui n'ont pas de lien entre eux. Au contraire, maintenant que j'ai sauté sur la Switch jaune, ben là j'ai des niveaux qui vont être plus faciles parce que j'ai maintenant des blocs jaunes disponibles un peu partout. Fait que si on a fait ça dans l'île de Yoshi, quand on arrive à la fin du premier niveau dans la plaine de Beigne, ben on voit justement à la fin des pointillés verts. Fait qu'on se dit, j'imagine qu'il va y avoir une Switch quelque part qui va me permettre de sauter dessus puis de remplir les pointillés verts pour faire des blocs solides. Puis là on remarque un petit buisson en forme de triangle qui est à angle de coin avec ses blocs pointillés verts qui sont pour l'instant vides et le sol. Puis ces petits blocs triangles-là qui sont nouveaux, on les a apprivoisés dans ce niveau-là, ils nous permettent de, si on court en ligne droite, suivre l'angle du petit triangle qui est un petit coussin si on veut, puis se mettre à courir verticalement le long d'un tuyau. Donc, si on voit des pointillés verts, ça veut dire qu'on pourrait remplir ces blocs verts-là qui sont pointillés, puis quand je vais les avoir remplis, je vais pouvoir revenir dans ce niveau-là, puis à la fin du niveau, courir en ligne droite, prendre le petit buisson de coin, hop, grimper le long du mur vertical et arriver en haut à cette petite plateforme-là qui est protégée. Voilà comment les morceaux vont se mettre en place, puis on va commencer à faire des déductions. Il y a des indices qui nous sont donnés, qui nous font comprendre que le monde va pouvoir se transformer selon les actions futures qui sont devant moi. Fait qu'on est dans des éléments qui annoncent déjà les couleurs du Metroidvania, le genre de jeu vidéo qui va devenir populaire avec Super Metroid, dans lesquels on progresse dans un environnement labyrinthique continu et non pas segmenté en mondes séparés, et à travers lequel, en explorant mon environnement, je remarque des corniches qui sont un peu trop loin pour que je puisse sauter puis les atteindre. Je remarque des portes vertes que je suis pas capable d'ouvrir. Et plus tard, je vais pogner des bottes qui me permettent de sauter plus haut ou de faire un double saut. Et avec cet équipement-là, ou des super missiles qui permettent d'ouvrir des portes vertes. Et avec cet équipement-là, je vais pouvoir revenir en arrière, explorer les raccoins qui m'étaient jusqu'alors inaccessibles. On a un peu le précurseur de ça dans ces niveaux-là de Super Mario World qu'on voit comme faisant partie d'un seul grand monde homogène dans lequel je peux faire des va-et-vient, des allers et retours en arrière. Fait que dans la plaine de Beigne, il y aura ce premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui est dans une caverne souterraine où est-ce qu'on risque de perdre quelques vies la première fois parce que l'écran avance tout seul et il y a des bouts du décor qui montent et qui descendent et qui peuvent nous écraser ou nous coincer puis là on va se faire écraser par l'écran qui avance. Ça c'est typique des jeux de Mario en 2D. On a toujours des niveaux où l'écran avance tout seul comme on dit. Fait que on va devoir naviguer à travers tout ça. Et c'est justement dans cette caverne-là qu'on va être capable de trouver une sortie secrète qui va nous amener au Green Switch Palace, si on l'a trouvé. Mais c'est un secret. Alors, la première fois qu'on le fait, on risque de ne pas le trouver.
ce palais secret-là qui nous permet d'avoir la switch verte, qui nous permet de remplir les pointillés verts pour avoir des blocs solides et tout ça. Fait qu'on va continuer notre aventure. Puis au fil de nos aventures, on va finir par se rendre compte qu'il y a des niveaux qui apparaissent en rouge sur la carte, puis d'autres niveaux qui sont en jaune. Et si on réussit à trouver des sorties secrètes, ce qu'on va finir par faire inévitablement, plus loin dans l'aventure, si on ne l'a pas déjà fait avant, ce qu'on va comprendre, c'est que les niveaux qui apparaissent en rouge, ces niveaux-là ont une sortie secrète. Donc, il y a 2 sorties possibles dans le niveau. Tandis que les niveaux en jaune n'ont qu'une seule sortie linéaire qui nous amène à la suite. Mais ça, on ne le saura pas tout de suite, probablement. Fait qu'on va continuer à avancer et on va se rendre à la maison hantée. Ça, c'est un nouveau type d'environnement qui est proposé dans Super Mario World. C'est un peu la suite de ce qu'on voyait dans Mario 3, quand il y avait les petits châteaux de demi-monde. Dans chacun des 8 mondes qu'on explorait dans Mario 3, il y avait un château. Et ce château-là nous permettait d'abattre un élément de décor qui nous permettrait d'accéder au niveau suivant si jamais on perdait toutes nos vies. Et ces châteaux-là étaient souvent, mais pas seulement, peuplés de fantômes. Donc, il y a eu des châteaux comme ça, remplis de fantômes, puis là, cette fois-ci, ils ont décidé d'en faire un environnement séparé. C'est pas des châteaux, ce sont des maisons hantées. Et les maisons hantées sont un type d'environnement dans lequel il y a toujours un secret à trouver pour se rendre à la sortie. Ce sont des niveaux qui agissent comme des casse-têtes en même temps. Il faut trouver l'astuce, le truc pour se rendre à la fin. On ne peut pas juste avancer en ligne droite puis se rendre à la fin. Donc, cette première maison hantée-là est peut-être particulièrement mesquine. Je ne sais pas trop si c'est le bon mot, là. Mais c'est un peu retard, là. C'est une maison qui avance. On arrive à la fin de la première zone. On rentre dans une porte. On arrive dans une deuxième zone. On est en bas d'un escalier. On monte l'escalier. En dessous de là où on marche sur la corniche du haut, il y a un bloc, mais on ne peut pas y accéder, il est en dessous de nous. Quand on rentre dans la porte, on réapparaît sur la plateforme d'en dessous. Donc là, on a maintenant accès au bloc qui est en dessous, et ça fait apparaître une switch P. La switch P qui permet de transformer des sous en blocs. Mais la switch P va aussi faire apparaître une porte secrète. Cette porte secrète-là nous amène à une place où on peut faire monter, déplacer des sous en orientant notre personnage à gauche, à droite, regarder en haut, des choses comme ça. Fait que là, on fait apparaître des sous, mais qu'est-ce que ça nous permet de faire, ça? On sait pas trop. Fait que là, on retourne dans la porte, et c'est une salle fermée, et quand on retourne dans la porte, on revient au point d'origine. Donc, on est revenu dans notre salle, fait que là, on sait toujours pas quoi faire. Alors là, on retourne dans la porte, on réapparaît en dessous, on saute, ça fait apparaître le bloc P. Alors, on remonte, on a le bloc P. Qu'est-ce qu'on fait avec le bloc P? On va essayer de faire autre chose avec. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je peux pas rentrer dans la porte de l'autre côté. Donc, je peux le laisser par terre, sauter dessus et tout ça. Mais qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Retourner dans la porte bleue où il n'y a rien, finalement. Donc, je retourne dans la porte ayant frappé le bloc P. Et j'arrive de l'autre côté. Et là, je ne suis plus dans la même salle. Je suis dans une copie identique de la salle que j'occupais avant. Mais quand je cogne le bloc, au lieu de sortir un autre bloc P, il me sort une plante piranha qui me permet de monter. Il y a comme une vigne qui pousse, puis là, je peux grimper la vigne pour arriver en haut, puis rentrer dans la sortie secrète qui m'amène à la sortie de cette maison hantée-là. Je viens d'accomplir mon premier niveau vraiment particulièrement difficile, sous forme de casse-tête, et ce ne sera pas le dernier que je vais rencontrer. Une fois que j'ai passé à travers cette première maison hantée-là et que je continue, j'arrive au deuxième château à la fin de la plaine de Beigne. Il y a quelques niveaux en cours de route qui sont optionnels, que je peux faire ou ne pas trouver, dépendamment combien de secrets je vais trouver dans les différents niveaux que je vais explorer. Et je vais rencontrer des taupes, des blocs volants, des espèces de énormes tortues sumo, là, j'ai envie de dire, là, énormes, qui tapent au sol, puis là, ça génère des éclairs. Des frères marteaux aussi, des tortues qui lancent des marteaux, en dessous desquels il faut réussir à se faufiler. Donc, il y a toutes sortes d'obstacles qui m'attendent dans mes aventures. Voilà pour la première heure dédiée à Super Mario World. On approfondit la suite dans cette deuxième heure de l'émission, tout de suite après un petit bloc publicitaire. Restez en ondes au CISM 89.3 La Marge. La Grande Ludothèque se poursuit. Vous êtes de retour à la Grande Ludothèque en compagnie de Dominique Arsenault, votre animateur. On commence cette saison d'été en s'intéressant à Super Mario World, le classique de Nintendo, lancé avec la console Super Nintendo en 1991 en Amérique du Nord, et depuis sacré régulièrement parmi les meilleurs jeux de plateforme, sinon les meilleurs jeux vidéo de tous les temps. À ce sujet, le magazine Retro Gamer avait fait un sondage auprès de son lectorat. C'était en 2014, je crois, vite comme ça. Et on leur demandait de voter pour leur meilleur jeu vidéo de tous les temps, selon eux.
Et c'est Super Mario World qui a gagné. Donc, je pense qu'on peut on peut dire quand même avec beaucoup de certitude que c'est un des jeux les plus appréciés, certainement. Peut-être un des sommets du genre du jeu de plateforme 2D traditionnel. Plus facile d'approche à mon avis que même un Super Mario Bros 3, qui est excellent aussi à bien des égards. Certainement plus facile d'approche que Super Mario Bros 1, qui est plus difficile d'approche, sans doute. Donc, moi, je ne saurais vous le recommander suffisamment. D'ailleurs, si vous vous intéressez à Super Mario World, sachez que le Gaming Historian a fait une vidéo très très longue, très très fouillée. Le Gaming Historian, Norman Caruso de son nom, a fait plusieurs vidéos pendant des années sur YouTube. Des vidéos au départ assez amateurs et ensuite de plus en plus détaillées, développées, travaillées, qui devenaient des moyens métrages documentaires, sinon carrément des longs métrages documentaires. Si vous avez jamais entendu parler du Gaming Historian, c'est vraiment à recommander. En termes d'histoire populaire, là, c'est ce qui se fait de mieux, à mon avis. Et il a annoncé tout récemment, c'était il y a un mois, je pense, à peine, qu'il prenait sa retraite. Ça faisait quand même longtemps là, qu'il était plus tellement actif là, en termes de YouTube orienté vers l'histoire du jeu vidéo. Il a son podcast à lui qui est un podcast d'histoire, plus général, je pense. Mais c'est ça, il a annoncé que là, c'était terminé. Il tirait sa révérence. Il avait fait ce qu'il avait envie de faire. Et donc, sa vidéo sur The Story of Super Mario World, le Gaming Historian, est vraiment excellente. Donc, hautement recommandée. C'est d'ailleurs une vidéo qui a été recommandée par Antonin dans notre communauté de discussion. Quand j'ai annoncé le sujet de l'épisode, justement, j'ai eu plusieurs réactions, toutes positives, j'ai envie de dire. Donc, Antonin qui recommande Super Mario World et qui notait « C'est tellement un classique, ce jeu-là. J'ai pas joué à la version Super NES directement, car j'étais pas né quand c'est sorti. » Il dit-il en riant. « Mais j'ai tellement joué à la version Game Boy Advance. Je l'ai battu de nuit en auto avec la petite lumière en revenant de Wildwood avec mes parents. » Je dois avouer que je sais pas c'est quoi Wildwood, là. Je ferai ma recherche plus tard, mais mais peu importe où est-ce que c'est, tant que c'est pas dangereux, je trouve ça super le fun, puis ça doit être vraiment des souvenirs core memories, hein, comme on dit, là, vraiment des souvenirs gravés là dans les mémoires de moments, de longues heures probablement en voiture, à jouer à un jeu sur Game Boy Advance. Moi j'ai pas eu de Game Boy, j'ai pas grandi avec ça, mais je peux très bien imaginer l'expérience que c'était quand même, là. J'ai possédé des Game Boy plus tard quand j'étais devenu adulte, mais je peux très bien imaginer ce que c'était comme expérience. Il y a eu d'ailleurs une ressortie de Super Mario World sur Game Boy Advance, donc en format portatif, plusieurs années après la sortie originale sur Super NES. C'était quand même tout à fait intéressant. Il notait aussi, Antonin, j'ai aussi trouvé une cassette sur le top d'un sac de poubelle quand on déménageait mon ami qui allait à l'Université Laval. Alors ça, c'est des trouvailles de sacs de poubelle qui, en tout cas, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, comme on dit. Larry disait, moi à Noël, j'avais eu un Super NES Bundle, donc un ensemble, là, la console plus des jeux. SNES Bundle Donkey Kong Country, donc il avait la console et Donkey Kong Country, avec en extra Super Mario World et Super Mario All-Stars. Quand même beaucoup de heavy hitters en un seul Noël quand je pense à ça. Et ça, c'est comme, il manque juste Zelda Link to the Past, puis on a comme la quadrilogie parfaite, là. On a la console, on a Donkey Kong Country, Super Mario World, juste avec ça, on est grillé, comme on dit. Puis Super Mario All-Stars, qui est une compilation que Nintendo a sortie, une compilation que Nintendo a sortie qui comprend Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3 et la version japonaise originale de Super Mario Bros 2, qu'on n'a jamais eu en Amérique du Nord, qui est très semblable à Super Mario Bros 1 avec un niveau de difficulté épouvantablement plus exigeant, mais qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu, nous, dans Super Mario Bros 2, avec ramasser des légumes, puis pitcher ça sur les ennemis, puis on choisit Luigi ou la princesse ou Todd, là. L'histoire de Super Mario Bros 2, c'est une histoire en soi qui est assez intéressante et assez connue maintenant, mais si vous ne l'ignoriez, c'est un jeu japonais qui s'appelle Doki Doki Panic et qui a été adapté en Amérique du Nord en remplaçant les graphismes par des personnages de Mario. C'est pour ça que c'est un univers tellement différent de ce qu'on a vu dans Super Mario Bros 1 et ça finit peut-être par contaminer ou influencer, je dirais, l'imaginaire de Mario Bros. Mais bon, c'est un peu un excellent parcours, cette notion-là. Donc, tout ça, c'était bundlé, ces 4 jeux-là. Dans le fond, les Lost Levels, comme ils ont appelé, qui est la version japonaise de Super Mario Bros. 2. Avec Super Mario Bros. 1, 2, 3, ça a été mis ensemble sur une cartouche. Puis c'est des versions qui sont augmentées. Hein. C'est comme des remakes, en fait.
Tous les niveaux sont les mêmes, la jouabilité est la même, mais les graphismes sont rehaussés parce qu'on passait de 8 bits à 16 bits, et ainsi que la musique. Alors, c'est quand même tout un bundle là, que Larry a eu pour son Noël de 1994, ou je sais pas en quelle année il l'a reçu, là, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose. Antonin rajoutait par après, tu me demandes c'est quoi un jeu vidéo? Je pense que Super Mario World doit être dans les 5 que je sors en premier. Hein, quand on parle de la notion de classique, là, hein, c'est vraiment cette position-là que le jeu occupe. Alors, on va continuer à décortiquer l'expérience. En attendant, si vous aimeriez vous joindre à notre groupe de discussion, réagir aux derniers épisodes, réagir aux épisodes que j'annonce, avoir des commentaires comme ça qui me permettent de rebondir en ondes et de faire des précisions ou d'en faire la lecture, vous cherchez sur le site de l'émission La Grande Ludothèque, sur le site de CISM, vous allez suivre le lien qui va vous mener vers le serveur Discord qui s'appelle l'Anneau Ludique. Donc, vraiment, l'Anneau Ludique nous permet d'avoir des discussions avec aussi nos collègues du podcast Profil Ludique, qui est un podcast universitaire sur le jeu vidéo. Donc, c'est un espace dans lequel on fait les annonces, puis on a des discussions et des recommandations, ma foi, très stimulantes. À peu près toujours. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire par courriel à l'adresse suivante, sans majuscule ni espace, lagrandeludothèque.cism @gmail.com, et je réalise que c'est sans majuscule, sans espace, mais aussi sans accent. Très important. lagrandeludothèque.cism @gmail.com. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va me faire grand plaisir de vous lire. On va avoir la chance d'écouter le Super Mario World Overworld Theme, donc une des chansons les plus iconiques qu'on entend en jouant. C'est une reprise par le 8-Bit Big Band. C'est vraiment une adaptation jazz assez intéressante. On se retrouve de l'autre côté au CISM 89.3 La Marge.
Vous êtes de retour à votre magazine culturel du jeu vidéo, La Grande Ludothèque, sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. On poursuit notre discussion autour du jeu Super Mario World qui se déguste comme un délicieux popsicle par une chaude journée d'été. Parlant de popsicle et de journée d'été, on est vraiment dans le sucré, dans le dessert, dans le plaisir, vous aurez compris. Quand on parle des environnements qu'on explore dans le monde de Super Mario World, on a les plaines de beignes, on a le dôme de vanille. On s'était laissé dans la première heure en discutant du dôme de vanille qui nous attendait tout de suite après le château de la deuxième zone, les plaines de beignes. Alors on rentre dans le dôme de vanille et là, c'est vraiment des niveaux souterrains. C'est ça le concept de cet environnement-là. On va se promener dans les cavernes. Et ces cavernes-là vont être intéressantes quand même, parce que des cavernes, ça peut être très très plate. On avance en ligne droite, les corridors tout pareils, etc. Mais les cavernes de Mario sont tout aussi verticales que les espaces extérieurs. Et le dôme de vanille a deux embranchements. On peut aller à gauche ou à droite. Mais évidemment, on voit très bien qu'il y a des tuyaux, qu'il y a des affaires, qu'il y a des roches. On voit très bien qu'il y a un chemin à gauche, mais dépendamment quelle sortie on trouve dans le premier niveau, on va être envoyé à droite, à moins qu'on trouve la sortie secrète qui nous amène à gauche. Alors ça, c'est un des aspects qui est vraiment intéressant de Super Mario World, c'est qu'il y a énormément de secrets dans ce jeu-là, mais il y a beaucoup d'indices qui nous laissent les voir, ces secrets-là. Fait que ça, c'est un aspect qui est super important, je pense. Dans Super Mario Bros. 1 et dans Super Mario Bros. 3, il y avait un certain nombre de secrets. Un des secrets les plus connus de Super Mario Bros. 3, c'est la flûte, qu'on peut trouver à 3 endroits dans le jeu, qui sont vraiment pas des endroits faciles, là. La flûte peut-être la plus commune, puis je mets des guillemets, c'est celle qu'il y a dans le château de demi-monde du monde 1. Il faut qu'on se rende à la fin de la première section avec la queue de raton laveur qui nous permet de voler. Puis là, au lieu de rentrer dans la porte pour accéder à la suite du château, il faut courir vers l'arrière et prendre notre envol, puis voler pour monter par-dessus les blocs qui se rendent jusqu'au plafond. C'est quelque chose qui est vraiment pas intuitif, là. Comment penser qu'on a le droit de sortir du plafond de l'écran puis de passer par-dessus? Mais si on fait tout ça, on passe par-dessus puis là, on voit que si on maintient la flèche à droite assez longtemps pour courir, on voit que l'écran se tasse vers la droite légèrement. Fait que là, on se dit, oh, il y a quelque chose qui se passe. Mais il faut en plus qu'on se rende jusqu'au bout puis sans voir Mario parce qu'évidemment, il est rendu en haut de l'écran et peser sur la flèche en haut pour entrer dans une porte invisible. Enfin, elle serait visible si on voyait là. Et on arrive dans une salle dans laquelle il y a une flûte. Puis là, cette flûte-là nous permet de sauter à un autre monde. Donc d'avancer dans le jeu. Ça, c'est des secrets qui sont quand même vachement bien cachés, là. L'autre flûte, il faut que tu tiennes sur un bloc blanc, puis tu tiennes la flèche en bas pendant 6 secondes, puis là, tu passes à travers le bloc. Puis là, tu arrives en arrière-plan, puis là, tu peux courir vers l'avant, puis si tu sors du niveau, tu passes derrière la fin de niveau. C'est comme un truc tellement obscur que je sais pas comment le trouver si on n'est pas abonné à Nintendo Power Magazine puis qu'on lit pas quelqu'un qui nous dit comment faire pour le faire. Fait que c'est des secrets ultra cachés, vraiment secrets. Tandis que dans Super Mario World, on met de l'avant le fait qu'il y a un secret quelque part. On sait pas exactement où, on sait pas exactement comment ça marche, mais on voit qu'il y a un chemin qui est là, qui est pas tracé encore, mais tout est là pour qu'il y ait un chemin, puis il y a un tuyau qui traîne en haut. Fait que ce tuyau-là, c'est juste une décoration. Au début, on peut le penser, mais à un moment donné, on finit par s'en rendre compte que c'est pas juste une décoration, parce que quand on fait tous les niveaux dans le dôme de vanille et qu'on réussit à battre le dernier château qui clôt ce monde-là, le 3e château, on sort du dôme de vanille et on arrive près du pont de beurre, le Butter Bridge, et on voit qu'il y a un tuyau en haut de la montagne de laquelle on est sorti. Fait qu'on se dit, OK, moi, j'étais dans le dôme de vanille. Dans le dôme de vanille, il y avait un tuyau en haut à un étage supérieur. Puis là, quand je sors du dôme de vanille, je vois qu'il y a un tuyau qui m'aurait permis de sortir. C'est sûr que ce tuyau-là, il y a une façon de l'atteindre, puis que je peux utiliser ça pour sortir par le dessus. Et donc, arriver au-dessus du Butter Bridge, puis voir un peu ces niveaux supplémentaires-là ou ces régions-là que je peux pas explorer. Donc, on nous laisse comprendre qu'il y a des choses à faire puis des choses à voir. Fait que ça attise la curiosité puis ça nous stimule à chercher des secrets aussi. Fait que c'est très, très bénéfique. Donc, on sort du dôme de vanille, on arrive sur le pont de beurre. Et le pont de beurre, c'est des niveaux qui sont vraiment aériens.
On est le premier de ces niveaux-là est plutôt à flanc de montagne. Donc là, il y a des taupes qui sortent du sol, puis là, on saute sur les taupes, puis on court après. C'est très dynamique comme niveau. Il y a beaucoup d'affaires à l'écran, beaucoup de choses qui se passent. Et on se promène sur le pont, et il y a un niveau sur le pont qui est un des niveaux qu'on peut vraiment passer à côté, au sens où si on a une cape, ben on peut réussir à prendre notre envol au début, puis voler tout le long du niveau, puis passer complètement par-dessus le niveau, sans jamais avoir d'interaction avec le contenu qu'il y a dans ce niveau-là. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant puis audacieux, même comme choix de créateur de jeu, de dire on va permettre à notre joueur de faire ça s'il en a envie, il n'y a pas de problème. T'sais. C'est quand même particulier. Et on va rapidement arriver à la fin. Donc ça, c'est comme le 4e monde, entre guillemets. C'est la 4e zone, là, le pont de beurre. Et on va rapidement arriver au château parce qu'il y a très, très peu de niveaux en réalité. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un certain nombre de niveaux qui sont au-dessus. Si on a réussi à trouver la sortie secrète dans le premier niveau du dôme de vanille, ben là, ça nous a mené sur l'embranchement gauche qui nous mène à un niveau intermédiaire, puis ensuite qui nous mène au tuyau sur le dessus qui nous permet de sortir et d'arriver dans la région du pont de beurre où là, on va faire un premier niveau, il va y avoir un deuxième pont qui va s'installer, puis là, on va traverser ce deuxième pont-là en faisant d'autres niveaux et on va se rendre par un autre chemin au château numéro 4. Ce château-là qui est occupé par Ludwig van Koopa, l'un des neveux de Bowser, inspiré du compositeur allemand célèbre. Et ce niveau-là, il est quand même assez difficile. Là, c'est un château qui va demander beaucoup d'essais. Il y a toutes sortes d'affaires particulières dans ce château-là. Il y a des piquants qui tombent du plafond, fait que là, il faut faire attention puis courir aux bons endroits, au bon moment. Faut ensuite gravir une longue section verticale, très intéressante parce qu'il y a encore des grilles auxquelles on peut s'accrocher comme dans le premier château. Sauf que là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des piquants, il y a des boules de feu qui tournent. C'est beaucoup plus complexe. Là, la difficulté augmente. Là. Et les autres niveaux, d'ailleurs, si on a emprunté la sortie secrète du dôme de vanille puis qu'on est passé par le pont de beurre du haut, on a un niveau assez difficile sur lequel il y a 3 plateformes qui avancent le long des nuages. On est dans le vide. Donc, il n'y a pas de sol en dessous. Là. Fait qu'on a les 3 plateformes qui avancent, qui suivent des arcs de cercle un peu différents, des trajectoires un peu différentes. Puis, il faut réussir à sauter d'une plateforme à l'autre pour éviter des scies. Des scies, là, des blocs, genre, qui se promènent le long des lignes tracées, sur lesquelles il y a des scies géantes. Fait que là, il faut réussir à les éviter. Monter sur le bloc d'en haut, descendre dans le bloc du milieu, descendre dans le bloc d'en bas, monter en haut. Et il y a certaines de ces plateformes-là qui ont des trajectoires qui finissent par un cul-de-sac qui tombe dans le vide, là, t'sais. Fait que c'est quand même pas facile. Il y a beaucoup d'occasions de tomber. Puis là, on voit que la difficulté, elle augmente significativement. Ce qui va nous amener à l'expérience Mario traditionnelle, c'est-à-dire un jeu de Mario, ça commence assez facile, puis rapidement, là, ça augmente en difficulté, puis ça devient quand même un parcours athlétique soutenu et vraiment pas facile. Donc, on va voir ça à partir du moment où on est dans le pont de beurre. Et une fois qu'on aura battu Ludwig van Koopa, ben, on va continuer vers la forêt des illusions. Avant de nous tourner vers la forêt des illusions, on va faire honneur à la dynastie musicale de Ludwig van Koopa / Beethoven. Et on va aller écouter un petit peu de musique. Une chanson qui s'appelle Crème Soda par Les Enfants Sauvages. Ça déménage puis c'est pas propre. Je vous le dis d'avance pour que vous soyez avertis. J'en parle parce que à partir du pont de beurre, il y a une sortie secrète qui nous permet de descendre dans le lac Soda, que ça s'appelle dans Mario. Et cette sortie-là, secrète, elle est cruelle. Vraiment très cruelle. Parce que pour y arriver, il faut qu'on plane avec une cape installée sur le dos de Yoshi et qu'on passe en dessous du pont et qu'une fois qu'on est en dessous du pont, on saute du dos de Yoshi pour se propulser en l'air et remonter. Et derrière la première sortie, il y a une deuxième sortie secrète. Mais ce faisant, qu'est-ce qui arrive à Yoshi? Il tombe dans le trou. On le goroche à la mort pour avoir notre sortie secrète et aller dans le lac Soda. C'est hyper cruel, un des moments soulignés à grands traits par tout le monde que je vois Super Mario World qui disent « Je peux pas croire que pour avoir les 96 sorties du jeu puis avoir la partie parfaite, je suis obligé de sacrifier Yoshi. » Mais oui, Mario, c'est aussi un simulateur de cruauté. Envers les animaux, envers nos amis qu'il nous faut trahir. Vous êtes de retour à CISM 89.3 La Marge. Re-bienvenue à la Grande Ludothèque pour notre discussion sur Super Mario World. On s'est laissé après le pont de beurre et on poursuit, mais cette fois-ci sans dégustation, sans collation spéciale. On va dans la forêt des illusions. Alors c'est important ça, hein? C'est un des seuls endroits qui n'a pas un nom de beigne, de vanille, de beurre ou quoi que ce soit.
Puis, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas bouffe, ça dit illusion. Bon, ben c'est assez clair. C'est un signal hyper clair. Tu rentres là-dedans, il va y avoir des illusions. Très intéressant, je dois dire, le design des niveaux dans cette région-là du monde, de la forêt des illusions. On rentre dans la forêt par le nord et puis, on voit un peu l'espace qui est disponible devant nous. On rentre dans un premier niveau, on réussit le premier niveau, on a une branche qui nous amène au deuxième niveau. Et à partir du deuxième niveau, ben là, on a deux sorties possibles. On a une sortie secrète qui va nous amener à la Switch bleue. C'est un niveau aquatique, d'ailleurs, il y en a un certain nombre. Et on va avoir une autre sortie qui nous amène au prochain niveau qui arrive en bas de la carte. Dans ce niveau-là, en bas de la carte, on a une sortie qui nous amène à une maison hantée qui est à côté du premier niveau qu'on a fait en rentrant. Et à partir du moment où on sort de là, ben la maison hantée nous fait revenir au premier niveau. Fait que là, on se dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis tous les niveaux vont avoir deux sorties dans la forêt des illusions, et ça va tourner en rond. C'est-à-dire que dans le niveau 2, j'ai une sortie qui m'amène à un niveau 4. Fait que là, je suis comme, enfin, j'ai trouvé la branche pour sortir, j'ai un quatrième niveau qui apparaît. Mais quand je sors du niveau 4, ça me ramène à la maison hantée. Puis quand je finis le niveau 3, ça m'amène à la maison hantée aussi. Puis quand je finis le niveau 1, j'ai une sortie secrète dans le niveau 1 qui m'amène à la maison hantée. Puis dans la maison hantée, ça me ramène au niveau 1. Donc, on tourne en rond partout, tout le temps, jusqu'à ce qu'on finisse par trouver une sortie secrète. En fait, il y a deux façons de sortir de la forêt des illusions. Il y a dans le niveau 3 et dans le niveau 4 une sortie secrète dans chacun de ces niveaux-là qui va nous permettre de se sortir de là puis de continuer l'aventure. Mais ce sont des sorties secrètes qui sont vraiment pas faciles à trouver. Fait que la difficulté des puzzles augmente elle aussi, puis va faire de plus en plus appel à des mécaniques de jeu particulières, très situationnelles, là, qu'on voit pas très souvent et qui nous demandent d'affiner notre compréhension de ce qui se passe dans le jeu puis de comment le jeu fonctionne finalement. Fait que ça, c'est assez intéressant, je dois dire. Moi, je me souviens dans notre partie qu'on faisait, mon frère et moi, quand on avait le jeu, on était restés assez longtemps coincés là, dans la forêt des illusions. Parce que il y a le niveau 4 nous amène à une certaine sortie qui est peut-être plus facile à avoir que les autres. Là, il y a un tuyau un peu mal placé, un peu en hauteur, puis quand on arrive là, puis qu'on réussit à descendre dedans, c'est pas facile, mais quand on arrive à descendre dedans, ben on tombe à une place où est-ce qu'il y a une clé et une serrure. Fait que tu mets la clé dans la serrure, that's it, t'accèdes à un petit niveau supplémentaire. Ce niveau supplémentaire-là est pas si difficile, te permet de sortir de la forêt dans une branche qui t'amène à une forteresse. La forteresse qui est là est pas facile, elle. Elle, là, il y a des trous partout, l'écran avance tout seul, il y a des blocs au plafond qui essaient de t'effoirer, et en même temps, il y a des scies qui tournent en rond un peu partout dans tout ça. Fait que si t'as pas trouvé toutes les switches, la switch verte, la switch rouge, la switch bleue, la switch jaune, ben tu vas avoir plein de trous à gérer en plus du reste. Puis après ça, tu arrives dans une autre zone où t'as encore des scies, t'as de la lave, t'as des boules de feu qui sortent de la lave, des scies qui sautent. C'est vraiment pas évident comme niveau. Et quand t'arrives à la fin, t'as une porte de boss, tu bats le boss, ben quand tu les bats, ça te ramène en arrière. Ça te permet pas d'avancer plus loin. Fait qu'il faut que tu contournes la porte de sortie finale en ayant gardé une cape qui te permet de voler par-dessus un très très long trou de lave, en évitant toutes les boules de feu qui sortent pour arriver. Donc ça te demande une maîtrise du vol de cape qui est quasi parfaite pour arriver à la fin à la sortie secrète, qui est la seule sortie qui va te permettre de sortir de cette forêt-là pour de bon. Mais tout ça, si tu réussis à faire ça, ce qui est vraiment pas évident, ça t'amène en fait à un niveau bonus, le Star Road. Mais ça te permet même pas de continuer l'aventure. Donc, pour continuer l'aventure, il faut trouver la sortie secrète qu'il y a dans le niveau 4, qui est pas dans le niveau 3, pardon, qui est pas si évidente à trouver que ça non plus, qui demande de faire des manipulations un peu particulières. Mais une fois que tu as fait ça, en principe, tu devrais réussir ça avant de réussir la forteresse secondaire. Ben là, tu arrives au château numéro 5. Puis le château numéro 5, il est pas facile, parce qu'au début, tu es sur un ensemble de blocs qui serpentent autour d'un gros trou de lave dans lequel il y a des boules de feu qui revolent. Puis toi, il faut que tu suives un peu le tapis roulant qui avance sans tomber, sans aller trop vite, sans aller trop lentement, et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment pas des mécaniques de jeu qui sont faciles à apprivoiser pour se rendre au bout de tout ça. Mais tu finis par te rendre au bout et tu es Morton Koopa Jr. avec ses lunettes fumées. Lui, c'est un rocker, là, bad boy. Et tu réussis à le vaincre. Et une fois que c'est fait, ben, tu arrives au
la sixième zone, les Choco Mountains. Donc oui, les tartines au chocolat de Galatée, c'était un peu pour préfigurer ça. Et là, les montagnes chocolat, là, ça commence à être difficile, là, parce que là, il y a beaucoup de dinosaures dans cette région-là. Donc, on se rappelle qu'on est sur l'île des dinosaures. Il y a des petits dinos qui crachent du feu, il y a des gros dinos qui sont énormes, puis là, quand tu les écrabouilles, ben, ils deviennent des petits dinos. Il y a une maison hantée qui est vraiment pas évidente non plus, où est-ce que le sol se dérobe, glisse. Et quand tu arrives dans un des niveaux, il y a un des niveaux qui est vraiment particulier, c'est Choco Mountain 2. Ça, c'est un niveau bizarre, là, où est-ce que tu rentres dans Chocolate Island 2, tu rentres dans le niveau, puis tu as un bloc d'informations qui te dit « Ce niveau va varier selon la vitesse et le nombre que tu prends pour te rendre à la prochaine zone et le nombre de sous que tu ramasses dans cette première section-là. » Fait que là, t'es comme dans une section relativement banale. Puis là, dépendamment de la vitesse que t'as, du nombre de scènes que tu ramasses, tu te retrouves dans le deuxième segment qui est complètement différent, dépendamment de ce que t'as fait. Fait que je comprends pas la logique d'avoir fait un niveau comme ça. Tu sais, c'est vraiment rando, là. C'est pas super développé, fouillé, recherché, justifié, là. Ça pourrait être le Choco 4, le Choco 3 ou le Choco 1 ou le Donut Plane 6, là. Tu sais, whatever. C'est comme une gimmick. Puis que c'est fou qu'il soit donné le trouble de faire tout ça. T'sais. Fait qu'à travers toutes ces conditions-là, ben, tu peux trouver effectivement une sortie secrète qui te demande plutôt qui te permet de rentrer une clé dans une serrure pour accéder à un secret, qui te permet d'accéder à un niveau secret dans un environnement futur, la vallée de Bowser, qu'on n'aura pas encore exploré à ce niveau, à ce moment-là du jeu, puis de ressortir plus loin dans l'île Chocolat, dans le Chocolate Island. Fait qu'il y a comme des raccourcis qui sont difficiles à conceptualiser parfois, là. Fait que à travers Chocolate Island, là, les choses deviennent difficiles. Là. Les châteaux deviennent plein de piquants qui vont vite, plein de trous, plein de monstres. C'est vraiment là, on est rendu dans le territoire difficile. Mais quand on persévère, on continue à travers tout ça et on trouve un bateau fantôme, un bateau hanté, à moitié coulé. Et là, on va aller dans l'épave de ce bateau-là et on va descendre jusqu'au bout du bateau, puis on va activer une genre d'orbe mystérieuse qui va faire sortir la vallée de Bowser qui va émerger des eaux. Et ça, c'est le monde final. On va rentrer dans la vallée de Bowser et on va avoir les derniers niveaux à faire pour réussir à se rendre jusqu'au château de Bowser qui nous attend après quelques niveaux qui sont parmi évidemment les plus difficiles du jeu. Majoritairement feeling de caverne et de danger omniprésent un peu partout. Fait que nous, on va poursuivre en pause musicale. On va d'abord écouter une reprise de la chanson Athletic, le Athletic Team de Super Mario World par le groupe The Hit Points. On se retrouve de l'autre côté pour la finale de cette émission consacrée à Super Mario World à la Grande Ludothèque.
Vous êtes de retour au CISM 89.3 La Marge. Pour terminer cette discussion sur Super Mario World, eh bien, un mot de la fin. Évidemment, à la fin, on arrive, c'est Bowser. Son château est difficile. Il y a 8 portes différentes. On peut parcourir différentes combinaisons de portes. Et à la fin, on a un combat épique contre lui dans sa machine volante qui est vraiment pas piqué des verres, si je peux me permettre. Mais avant d'en terminer avec Bowser, parce que battre Bowser, oui, c'est finir le jeu, mais en même temps, c'est pas fini, il faut trouver les secrets. Et quand on se met à explorer les secrets et à chercher les 96 sorties de niveau, on trouve vraiment des trucs intéressants. C'est à quel point il y a des doubles fonds dans ce monde-là. Il y a une zone top secrète à partir de la première maison hantée qu'on va explorer dans la plaine de Bang, qui est un endroit où on peut stocker des vies, des power-ups, Yoshi, des caps, des trucs comme ça. Alors juste ça change quand même pas mal la donne. Et on va découvrir à travers nos aventures, quand on trouve toutes les sorties secrètes, on va trouver le Star Road, le monde des étoiles, qui est 5 étoiles qui nous permettent de warper d'un endroit à l'autre dans le monde. Donc ça peut être des raccourcis, ça peut nous ouvrir des zones auxquelles on n'aurait pas eu accès sinon. Et chacun des niveaux dans le Star Road va comporter une sortie secrète qu'il faut trouver pour progresser à la prochaine région du Star Road. Et à travers ces niveaux-là, on va aussi trouver des Yoshi de couleur. Le Yoshi rouge, le Yoshi bleu, le Yoshi vert, ça c'est le Yoshi de base, là, et le Yoshi jaune, qui vont avoir des pouvoirs particuliers. Et quand on va réussir le dernier niveau du Star Road, la sortie régulière va nous ramener au premier niveau, puis ça tourne en rond, c'est une étoile. Mais la sortie secrète va nous amener à une étoile de Warp située sur le centre de cette région-là. Et ça va nous amener au monde spécial. Un écran noir où il y a des niveaux disposés de façon linéaire, avec spécial décrit en gros par-dessus. Et ça, ces niveaux-là, ça c'est quelque chose. En particulier le deuxième de ces niveaux-là, qui s'appelle Tubular, où est-ce qu'on gonfle comme un ballon, puis il faut voler à travers l'espace, puis jamais se faire toucher, puis se dépêcher pour se rendre au prochain ballon pour continuer notre vol. C'est cauchemardesque, mais ça, c'est difficile. Mais en même temps, c'est vraiment amusant, puis c'est vraiment le fun. Là. C'est des niveaux complexes, évidemment, pour les joueurs avancés. On va dire ça comme ça. Et quand on réussit le monde spécial, quand on réussit le dernier niveau et qu'on reprend le warp final pour revenir dans le monde, ben on arrive dans une version métamorphosée du monde, où toutes les Tortues Koopa portent des masques de Mario pour se faire passer pour Mario. Les couleurs ont changé, on est rendu l'automne, donc on est dans l'orangé plutôt que dans le vert verdoyant et bleu. Alors, juste ça change quand même pas mal l'expérience de jeu, et c'est vraiment le genre de secret qui font qu'on retourne à Super Mario World et qu'on continue à l'aimer des années plus tard. C'est vraiment le parachèvement du genre. Alors voilà pour la Grande Ludothèque, ce premier épisode d'été. On va se terminer sur une reprise de la chanson de Château de Super Mario World par Family Jewels, version métal, et on se dit à la semaine prochaine à la Grande Ludothèque sur les ondes de CISM 89.3 La Marge. C'est le palmarès qui suit tout de suite après.